L'effraction d'une maison vire au carnage. Vous n'imaginez pas les blessures qu'il avait. Le meurtre était signé. Un proche est-il impliqué? Il était question de la mafia. Le proche en question s'appelle Frank Porco, alias Franky le pompier. La presse critique la police. Tous les jours aux infos, il disait que l'enquête était bâclée, que la police n'avançait pas. Mais la police a un coup d'avance sur la presse et sur le meurtrier. Les call girls évoluent dans le monde de la nuit. Elles exercent une profession souvent dangereuse. La femme était sur le ventre. Elle ne montrait aucun signe de vie. C'était une cible idéale. Elle avait toujours beaucoup d'argent sur elle. Les preuves désignent un suspect. Quand on agit et qu'on s'habille comme Rambo, c'est qu'on est Rambo. Mais l'apparition d'une nouvelle preuve oriente différemment l'enquête. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous allons suivre ensemble deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Si je vous dis L'Exorciste, Shining, La Nuit des Morts Vivants, Carrie ou encore Massacre à la tronçonneuse, que me répondez-vous? Film d'horreur, bien sûr. Ce genre cinématographique destiné à susciter peur et angoisse chez le spectateur compte quelques chefs-d'œuvre et beaucoup de productions médiocres. Certaines scènes de violence prêtent même à sourire, tant elles sont outrées et invraisemblables. Ainsi, peut-on imaginer qu'un homme ayant été frappé à la tête de 16 coups de hache puisse bondir sur ses pieds, s'habiller et se rendre dans la cuisine pour s'y préparer un petit déjeuner avant de s'effondrer dans une flaque de sang? Si vous répondez par la négative, c'est que vous ne connaissez pas encore l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Elle défie toute logique. Et pourtant, à la différence des films débordants d'hémoglobine artificielle et d'effets spéciaux, elle est parfaitement authentique. Travailler pour la Cour suprême de l'État de New York est un poste prestigieux. Peter Porco a 52 ans. Il travaille comme greffier pour un juge, un poste idéal pour terminer sa carrière en beauté. Mais un jour, tout bascule. C'était une journée comme les autres, mais Peter Porco n'est pas venu travailler. Les gens s'inquiétaient, ça ne lui ressemblait pas. Un officier de la cour se rend chez lui et constate immédiatement que quelque chose ne va pas. Quand il est arrivé devant la porte d'entrée, il a vu qu'il y avait une clé dans la serrure et la porte était entrouverte. Il a regardé par terre et il y avait des gouttes de sang sur les marches. À l'intérieur, c'est un véritable bain de sang. Il a regardé sur sa droite et il a vu un corps par terre. C'était celui de Peter Porco. Peter Porco a été tué à coups de hache. C'était une scène d'horreur, à tel point que ceux qui étaient là ont encore du mal à en parler. À l'étage dans la chambre se trouve sa femme, Joanne. Elle respire à peine. Une hache est posée à côté d'elle. Les enquêteurs qui tentaient de la sauver voyaient son cerveau. Elle avait aussi été frappée sur les bras. Il voulait lui mettre un masque à oxygène sur la bouche, mais on ne voyait même plus où était sa bouche. Joanne est conduite d'urgence à l'hôpital. Elle est entre la vie et la mort. L'analyse des éclaboussures de sang montre que Joanne a été frappée 3 fois à la tête pendant son sommeil à l'aide d'une hache. Peter Porco a quant à lui été frappé 16 fois à la tête. Mais pourquoi Peter Porco a-t-il été retrouvé en bas des escaliers? Il semblerait qu'il ait repris conscience juste après l'agression et vaqué à ses occupations comme si de rien n'était. En fait, il a enfilé des vêtements par-dessus ses blessures et il a déambulé dans la maison. Un comportement étrange qui s'explique par le fait que son néocortex, la partie du cerveau qui contrôle la pensée, le langage et le raisonnement, a été gravement endommagé durant l'agression. L'autopsie révèle que le paléocortex, situé juste en dessous, est intact. Celui-ci contrôle les instincts primaires et les habitudes. Ce qui explique pourquoi il s'est levé, est allé au rez-de-chaussée, s'est préparé un petit déjeuner, a fait les choses qu'il faisait chaque matin
inconscient d'être mortellement blessé. Les traces de sang montrent qu'il est même sorti ramasser le journal du matin et que la porte s'est refermée derrière lui. Il a alors utilisé la clé cachée dans un pot de fleurs pour l'ouvrir. Ensuite, il a perdu connaissance à force de saigner et il a fini par mourir. C'est incroyable qu'il ait pu déambuler dans la maison. Cette scène est hallucinante. Comment un homme frappé à mort de 16 coups de hache peut-il, durant quelques minutes et avant de se vider de tout son sang, répéter les gestes du quotidien comme s'il était en parfaite santé? Le médecin légiste qui a réalisé l'autopsie de Peter Porco a fourni l'explication. Si la lame de la hache a atteint le cortex cérébral détruisant les fonctions cognitives, elle ne s'est pas enfoncée suffisamment dans le crâne pour endommager les couches profondes du cerveau dans lesquelles sont stockées les informations qui permettent d'accomplir des actions machinales et répétitives. Cette explication médicale n'occulte pas la question qui taraude maintenant les enquêteurs. Qui peut être l'auteur de ce carnage? Un enquêteur, ami de la famille, a la présence d'esprit d'interroger Joanne avant qu'elle n'entre au bloc opératoire. Je lui ai demandé si elle pouvait m'entendre. Elle a secoué la tête de haut en bas pour me dire oui. L'enquêteur lui demande alors si elle sait qui l'a agressée. Elle a hoché la tête pour dire oui. Je lui ai demandé si c'était Christopher qui lui avait fait ça, et elle a de nouveau dit oui, avec la tête. Christopher et son fils âgé de 21 ans. Porco reprend connaissance. On n'en revenait pas. C'était un vrai miracle. Elle voulait vraiment vivre, et les médecins ont fait un travail absolument formidable. À son réveil, Joanne déclare cette fois-ci que Christopher n'a rien à voir dans ce crime. Elle a dit « ça ne peut pas être Christopher, laissez mon fils tranquille ». Joanne fait également une déclaration publique pour soutenir son fils. Je confirme que mon fils n'a rien à voir avec ce crime odieux. Je supplie le bureau du procureur de laisser mon fils tranquille et de rechercher le véritable meurtrier de Peter. Les quelques preuves qu'ont pu trouver les enquêteurs corroborent la version de Christopher. La police ne trouve rien dans la voiture du jeune homme. Ils ont examiné sa voiture à la recherche de traces de sang, de vêtements tachés de sang ou d'un transfert de sang qui ait pu indiquer son implication. Mais il n'y avait rien du tout. La police ne trouve aucune preuve qu'il ait pris l'autoroute entre l'université et le domicile de ses parents. D'après sa carte de péage, il n'avait pas pris l'autoroute ce soir-là. La police scientifique ne retrouve aucune empreinte sur la hache, ni de traces de sang, excepté celui des victimes. Les enquêteurs apprennent que Peter Porco avait reçu des menaces de mort. Elles émanaient d'un homme qui avait perdu la garde de ses enfants. L'homme avait alors juré de se venger. L'homme en question avait dit qu'il se procurerait une arme et qu'il reviendrait tuer le juge et Peter Porco. Mais le suspect a un alibi pour la nuit du meurtre. Un journal local reçoit alors une lettre anonyme. Son auteur prétend être le meurtrier de Peter Porco. Avec Peter Porco, c'était du gâteau. Je suis rentré dans la maison et je l'ai frappé plusieurs fois à la tête et à la nuque avec une petite hache que j'avais ramenée. Je ne faisais pas attention à ses cris. J'ai aussi frappé Joanne Porco, mais malheureusement, elle a survécu. L'auteur de la lettre s'accuse également d'un autre meurtre et prévient qu'il recommencera. Si vous voulez me trouver, arrêtez de courir après le premier venu. Je mérite plus de respect. Attrapez-moi si vous le pouvez. Il n'y a aucune empreinte sur la lettre, mais la police doit découvrir qui l'a écrite. Pour tenter de résoudre cette affaire, les enquêteurs cherchent d'abord le mobile du meurtre.
On n'a pas de meurtre à la hache dans le coin. Donc c'était un cas très alarmant, extrêmement alarmant. La police apprend que Peter Porco a un parent impliqué dans le crime organisé et qu'il a déjà eu des ennuis avec la justice. Le proche en question s'appelait Frank Porco, alias Frankie le pompier. Frank Porco se trouve dans une prison fédérale pour usure. Des rumeurs prétendent qu'il aurait négocié une peine moins lourde en fournissant des preuves et des informations au gouvernement. Peut-être la mafia veut-elle faire comprendre à Frank Porco qu'il n'aurait pas dû coopérer avec la police. Le meurtre était signé. Le tueur avait utilisé une hache de pompier parce qu'il s'agissait de représailles contre Frankie le pompier. Mais des recherches sur le passé de Frankie le pompier mettent en doute cette théorie. S'il était incarcéré, c'est justement parce qu'il ne balançait pas. On lui avait proposé de coopérer pour éviter la prison, mais il a refusé et il a été emprisonné. Les enquêteurs apprennent que Peter et Joan Porco avaient souscrit une police d'assurance s'élevant à $1 million. Ils découvrent également que Christopher Porco a demandé conseil pour investir juste avant le meurtre. Christopher est allé voir un conseiller financier et lui a demandé de réévaluer son portefeuille. Il lui a dit qu'il toucherait bientôt une grosse somme d'argent d'un des membres de sa famille. Juste avant le décès de son père, Christopher lui a envoyé un email pour lui demander plusieurs informations personnelles. Salut, Pa. Si tu pouvais me donner ton numéro de sécu et celui de maman, et vos numéros de permis de conduire aussi. J'en ai besoin pour le paiement du semestre prochain à la fac. J'espère que vous passez une bonne journée. Bise, Chris. La police s'intéresse ensuite au code secret qui a été utilisé pour désactiver l'alarme de la maison des Porco la nuit du meurtre. Quelqu'un a désactivé l'alarme et coupé les lignes téléphoniques. Et la mémoire du système de sécurité prouve que c'était forcément un proche de la famille. L'alarme a été désactivée à peu près vers 2 heures du matin. C'est le code d'origine qui a été tapé. C'est le code que la famille utilisait. Seuls les Porco le connaissaient, ainsi qu'éventuellement 1 ou 2 autres personnes. Les enquêteurs ont maintenant établi une liste de 3 suspects. L'inconnu, qui dans une lettre anonyme revendique l'agression, certes, il fournit des détails authentiques sur le déroulement de la tuerie, mais la presse a largement relaté les faits. Frank Porco, dit le pompier, un parent de la famille, il purge une peine de prison et aurait pu faire l'objet d'une vengeance de malfrats par victime interposée. 3e suspect, Christopher Porco, le fils cadet du couple. Bien que sa mère clame maintenant son innocence, elle l'a désigné coupable avant de sombrer dans le coma et de subir une lourde intervention chirurgicale. Par ailleurs, un certain nombre d'autres indices plaident en sa défaveur. Pour quelle raison Porco a-t-il cherché à obtenir des informations confidentielles de la part de ses parents? Pourquoi, alors qu'il n'est qu'étudiant, a-t-il pris conseil pour réaliser de futurs investissements? Savait-il que ses parents avaient souscrit une assurance vie d'un montant d'1 million $? Enfin, il est l'une des rares personnes à connaître le code secret permettant de désactiver l'alarme de la maison. Fort de ce faisceau de présomption, les policiers tentent de retracer l'emploi du temps du jeune homme la nuit du meurtre. Christopher prétend qu'il était dans sa chambre sur le campus à 350 km de là. La police obtient les images de vidéosurveillance de l'université de Rochester, ainsi que celles de l'autoroute et des postes de péage situés entre le domicile des Porco et le campus. Ils visionnent toutes les bandes à la recherche de la voiture jaune de Christopher. En moyenne, une personne est filmée 18 à 22 fois par jour, ce qui fait beaucoup d'images que les forces de l'ordre peuvent exploiter. À 22h30, ils aperçoivent une voiture jaune quitter le campus de l'université. L'alarme du domicile des Porco a été désactivée environ 3h30 plus tard, à 2h14 du matin.
Le téléphone des Porco a été coupé à 4h59 et la même voiture jaune est revenue au campus 3h30 plus tard, à 8h30 du matin. La chronologie des événements concorde parfaitement. Mais s'agit-il de la voiture de Christopher? Il y a beaucoup plus de 4x4 jaunes qu'on ne l'imagine. Dans l'État de New York, il y en a des milliers. James Kennedy, expert en analyse d'images, revisionne la vidéosurveillance grâce à un logiciel spécial. Le logiciel de filtrage ne nous apporte pas miraculeusement la réponse sur un plateau. Par contre, dans certains cas, il nous permet d'avoir des détails et des indications plus précises. La police repère plusieurs détails bien spécifiques sur la voiture, comme de la boue sur la portière côté passager. Il y a aussi un autocollant de parking déchiré sur la vitre et un autre autocollant sur le passage de roue. Ces éléments sont comparés aux photographies que la police a prises de la voiture de Christopher le jour du meurtre. On a pu conclure que c'était bien la voiture du suspect. Malheureusement, l'analyse photographique ne permet pas d'identifier le conducteur de la voiture. S'agissait-il de Christopher ou d'une autre personne? Les enquêteurs savent maintenant que la voiture de Christopher a quitté le campus de l'université environ 4 heures avant l'agression de ses parents. Le conducteur est retourné au campus 10 heures plus tard. Il avait largement le temps de se rendre à Albany, d'agresser ses parents et de revenir au campus le lendemain matin. Pour faire ça dans ce laps de temps, il avait dû prendre l'autoroute. Mais la police n'a aucune preuve que la voiture de Christopher était sur l'autoroute la nuit du meurtre, ni que c'est lui qui était au volant. Sur sa carte de péage, rien n'indiquait qu'il était allé chez ses parents. Les enquêteurs ont retrouvé sa carte de péage sur le sol de sa voiture le lendemain de l'agression. Si on enlève la carte du pare-brise et qu'on la cache par terre, elle ne sera pas enregistrée. Est-il possible que Christopher ait payé le péage en liquide pour ne pas laisser de traces de son passage? Je ne crois pas que ces couloirs de péage soient sous vidéosurveillance. La police demande aux caissiers du péage s'ils se souviennent avoir vu un 4x4 jaune la nuit en question. L'un d'entre eux se souvient d'une voiture jaune vers 23 heures, mais il ne se rappelle pas du tout à quoi ressemblait le conducteur. Quand il vous donne un ticket, il est marqué, il y a l'heure dessus. Seule une douzaine de voitures sont passées par ce poste de péage vers cette heure-là. Les enquêteurs transmettent les 12 tickets au laboratoire de la police scientifique. On cherchait tous les types de cellules cutanées. Si vous avez les mains moites et que vous touchez un ticket, il est tout à fait possible qu'une source d'ADN, comme les cellules épithéliales, soit transférée sur ce ticket. Les experts scientifiques trouvent des cellules cutanées sur plusieurs tickets. Ils effectuent un test de l'ADN mitochondrial sur ces cellules. Puis ils comparent les profils génétiques ainsi établis avec celui de Christopher Porco. Un ticket porte effectivement son ADN. Les cellules épithéliales qui recouvrent notamment l'extérieur de la peau se renouvellent tous les 28 jours. Elles offrent aux experts l'avantage d'être volatiles et donc de pouvoir être recueillies sur les surfaces les plus variées. Par contre, compte tenu de leur taille microscopique, l'ADN nucléaire qu'elles contiennent est en trop faible quantité pour être analysé. C'est pourquoi, pour obtenir une signature génétique, les biologistes de la police scientifique recherchent des mitochondries dans les échantillons qu'ils prélèvent. Les mitochondries sont de minuscules organismes, vestiges sans doute de bactéries parasites présents dans les organismes depuis, tenez-vous bien, 150 000 ans. Transmises uniquement par la mère, elles contiennent, elles aussi, de l'ADN. Mais son pouvoir discriminant n'est que de 1 sur 2000, alors que l'ADN nucléaire permet, lui,
de différencier les individus avec une probabilité d'erreur de 1 sur 1 milliard. Il y avait l'ADN de Christopher sur l'un des tickets de péage. Quand on a eu les résultats, ça a été le jackpot. Comme preuve indirecte pour moi, on ne fait pas mieux. La probabilité que l'on retrouve l'ADN de quelqu'un d'autre sur le ticket était très faible. Cette séquence ADN peut correspondre à 0,04% de la population. Est-ce surprenant que l'on ait retrouvé de l'ADN mitochondrial sur un ticket de péage? Pas vraiment. Le procureur pense que le motif de l'agression était l'argent. Les enquêteurs ont trouvé la preuve que Christopher avait imité la signature de ses parents pour un prêt et emprunté 31 000 $ sans leur permission. Ils découvrent également que Peter et Joan Porco étaient au courant. Chris, je veux que tu saches que si tu abuses encore une fois de notre confiance, je ferai une déclaration sous serment pour fraude et tu ne pourras plus rien faire. Tu devrais venir à la maison pour qu'on en parle. Tu nous as peut-être déçus, mais ta mère et moi t'aimons et nous nous faisons du souci pour ton avenir. Christopher dépensait des sommes d'argent colossales pour s'offrir des objets de luxe, tels que son 4x4. De plus, il ne suivait pas ses cours à l'université. Son petit monde s'écroulait. Il s'était créé un monde, un personnage, un style de vie, et il devait faire quelque chose pour essayer de le sauver. Depuis que son père lui avait coupé les vivres, Christopher cherchait désespérément de l'argent. Il a donc décidé d'assassiner ses parents pour toucher l'argent de leur assurance vie. Les images de vidéosurveillance montrent que Christopher a quitté le campus de l'université vers 22h30. Il a enlevé sa carte de péage du pare-brise de sa voiture pour ne laisser aucune trace de son passage. Il a donc payé en espèces et a laissé son ADN sur un ticket de péage. Il est entré dans la maison de ses parents peu après 2 heures du matin. Puis il a désactivé l'alarme grâce à un code que seuls les membres de la famille connaissaient. Il a ensuite utilisé une hache pour assassiner ses parents. Il a frappé son père 16 fois et sa mère 3 fois. Et il les a laissés pour morts. Il a ensuite brisé le boîtier de l'alarme de leur maison pour que la police ne découvre pas qui avait utilisé le code secret de la famille. Mais cette information était enregistrée dans l'ordinateur central de la société de surveillance. Il a coupé la ligne de téléphone à 4h59 avant de retourner au campus à 8h30 du matin. Son retour a été filmé. L'aspect le plus troublant dans cette affaire est sans doute le fait que Peter Porco a repris connaissance et a déambulé dans sa maison après son agression. Il a même ramassé le journal du matin sur le perron avant de mourir dans son entrée. Mais plusieurs questions restent sans réponse. L'une des questions les plus importantes et pour laquelle on n'a pas de réponse, c'est où sont passés les vêtements ensanglantés. Et pourquoi Joan Porco a-t-elle d'abord accusé son fils avant de tout oublier après son opération? Quand quelqu'un est blessé à la tête, ça arrive souvent qu'il ne se souvienne pas de ce qui s'est passé. 1 an après la tragédie, Christopher est jugé pour le meurtre de son père et la tentative de meurtre sur sa mère. Complètement défigurée, elle a dû recourir à la chirurgie réparatrice. Pourtant, elle se tient aux côtés de son fils pendant toute la durée du procès et continue de clamer son innocence. Ça n'allait pas être facile de convaincre les jurés que le jeune homme qui était en face d'eux avait massacré ses parents à la hache. Mais les preuves sont accablantes. Le jury déclare finalement Christopher Porco coupable et il est condamné à 50 ans de prison. On aurait vraiment voulu trouver quelque chose qui prouvait son innocence. On aurait voulu pouvoir dire non. Les preuves de l'accusation ne tiennent pas la route. Il y a quelque chose qui cloche. Dieu merci, il n'a pas fait ça à ses parents. Mais on n'a rien trouvé de tel pour rendre notre verdict.
Quand ils lui ont passé les menottes au tribunal, son visage est devenu écarlate. Mais il n'a montré aucune autre émotion. En fait, c'était la première fois que je voyais une réaction chez lui. Sa mère croit toujours à son innocence. Je lui ai parlé tout de suite après le verdict. Elle était abasourdie et choquée. C'est tout ce qu'elle avait à dire. Elle n'a pas vraiment reparlé de ça avec quelqu'un depuis. Je n'avais jamais traité une affaire de ce genre et j'espère que ça ne se reproduira pas. De tout temps et dans différentes cultures et sociétés, le parricide, l'acte d'assassiner l'un de ses parents, est considéré comme le crime le plus abject qui puisse être commis. C'est pourquoi, sans doute, des récits de parricide émaillent les tragédies classiques et de nombreux romans. Mais les faits divers ne sont pas en reste. Et l'affaire que nous venons d'évoquer n'est malheureusement pas un cas isolé. Tenez, en France, par exemple, en 1811, la disparition de Jean Prévaudot, un vieux paysan, est signalée dans un village tranquille de Charente-Maritime. Son fils affirme qu'il a été attaqué par des bandits et jeté du haut d'un pont. Son discours incohérent intrigue les gendarmes. 7 ans plus tard, des ossements humains sont retrouvés dans un bois ainsi que des sabots gravés au nom du disparu. Son fils passe aux aveux. Il a frappé son père à coups de bâton pour hériter de ses champs. Il est condamné à mort et conduit à l'échafaud, pieds nus et en chemise, la tête couverte d'un voile noir, son poing droit est sectionné avant que le couperet de la guillotine ne tombe. Son corps est ensuite inhumé sans fleurs ni couronne dans le carré des suppliciés. Vous connaissez sans doute l'expression « tomber de Charybde en Scylla ». Elle signifie n'échapper à un danger que pour se frotter à un autre, plus redoutable encore. Et elle nous vient de la mythologie grecque. Charybde est un monstre qui, 3 fois par jour, aspire dans d'énormes tourbillons les eaux du détroit de Messine avec les bateaux qui y naviguent. Scylla est une créature monstrueuse à plusieurs têtes. Dans l'Odyssée, Ulysse, qui vient d'échapper à l'appel des sirènes, doit naviguer entre ces 2 périls pour poursuivre sa route. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est la version moderne de cette légende antique. Mais à la différence d'Ulysse, qui sortit victorieux des dangers, Virginia Russell, la jeune femme dont il est question dans cette affaire, sera lentement mais définitivement broyée par les épreuves. Il est plus de minuit, une nuit froide de mars. Virginia Russell et son petit ami Rodney Hartman rentrent d'une soirée. Ils sont ensemble depuis 3 ans et parlent de mariage. Mais cette nuit-là, tout bascule. Elle a été éjectée. La voiture a fait 8 tonneaux et ils ont tous les 2 été éjectés. Lorsque l'ambulance arrive, Rodney Hartman est mort. Virginia est quant à elle emmenée d'urgence à l'hôpital. Pendant 48 heures, la jeune femme est entre la vie et la mort. Mais elle survit. Virginia avait un taux d'alcool de 1,16 g dans le sang, soit 2 fois plus que la limite autorisée. Ils l'ont inculpée pour conduite en état d'ivresse. Ils y sont allés fort. C'est pas comme si elle avait renversé un parfait inconnu. C'était son petit ami. Sa famille le connaissait depuis des années. Virginia est reconnue coupable et condamnée à 6 ans de prison pour homicide involontaire. Elle venait de perdre un être cher. Et en plus, on la mettait en prison pour ça. Elle se retrouvait loin de sa famille. Ça a vraiment été une période difficile pour Virginia. Quand Virginia sort de prison, elle dit à sa famille qu'elle a trouvé du travail comme femme de ménage.
Un soir, alors qu'elle est en famille, la jeune femme reçoit un message sur son pager à 20h54. Oui, c'est possible. On lui a demandé où elle allait et elle nous a dit qu'elle devait aller faire le ménage chez quelqu'un. On lui a dit au revoir, on l'a prise dans nos bras et on lui a dit qu'on l'aimait. Elle nous a dit qu'elle aussi. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vue. Tôt, le lendemain matin, un homme qui promène son chien trouve le corps d'une femme près d'un stade à Rosewood, en Caroline du Sud. Cela ressemble à une exécution. La victime a reçu 3 balles dans la tête. 2 douilles sont retrouvées près du corps. Grâce à ces empreintes, la police découvre qu'il s'agit de Virginia Russell. On était sous le choc, vraiment. Ça faisait à peine 2 mois qu'elle était sortie de prison quand c'est arrivé. Il lui manque sa chaussure droite. Il n'y a pas de saleté ni de débris sur son pied, mais ses collants sont filés et elle a des écorchures sur les genoux. La douille manquante indique que le tueur l'a peut-être abattue ailleurs et qu'il l'a transportée là où on l'a retrouvée avant de lui tirer encore 2 fois dessus. Visiblement, cette affaire ne se limitait pas à la scène de crime où le corps avait été retrouvé. La police trouve 2 bouteilles de bière vides près du corps, mais elle ne sait pas si elles sont reliées au meurtre. Les enquêteurs trouvent aussi un cheveu sur la victime. Comme on le fait pour chaque scène de crime, on a ramassé tout ce qu'on pouvait trouver. Il n'y a aucune trace d'agression sexuelle, mais 2 porte-monnaies sont découverts près du corps de la victime. Il ne contenait qu'environ $2 et de la petite monnaie. Donc les enquêteurs ont pensé que le mobile pouvait être le vol. L'enquête sur la vie privée de la victime révèle un élément choquant pour sa famille. La vraie profession de Virginia n'était pas femme de ménage. En réalité, elle était call girl. Ça a été un vrai choc. Mais je suppose, si Virginia faisait ça, c'est parce qu'elle avait du mal à trouver du travail à cause de son casier judiciaire. Alors que la famille tente de faire son deuil, les enquêteurs doivent de leur côté gérer un autre problème. Du fait de la profession de Virginia, la liste des suspects est très longue. La voiture de Virginia est retrouvée sur un parking à 3 km de l'endroit où son corps a été découvert. À l'intérieur, la police retrouve une douille. Apparemment, elle a reçu une première balle à l'intérieur de ce véhicule. Il y avait des éclaboussures de sang dans toute la voiture, ce qui était cohérent avec le fait qu'on lui ait tiré dans la tête. Sur le plancher maculé de sang, côté siège passager, se trouve une preuve potentielle. On a retrouvé l'emballage d'un pack de bière, mais il restait une bouteille. Il y avait une bouteille pleine dedans. Cette bouteille est de la même marque que les bouteilles retrouvées sur la scène de crime. Les traces de sang dans la voiture indiquent que Virginia a été traînée en dehors d'un appartement loué par un certain Justin Bullard, 27 ans. Il possède un magasin spécialisé dans le nettoyage des aquariums. Le destin s'est acharné sur Virginia Russell. Conduisant en état d'ivresse, elle a provoqué un accident dans lequel Rodney Hartman, son fiancé, a perdu la vie. Accusée d'homicide involontaire, elle a été condamnée à une peine de 6 ans de prison. À sa libération, faute de parvenir à trouver un emploi, elle s'est prostituée. Puis, comme si cette longue descente aux enfers ne suffisait pas, le sort a placé un meurtrier en travers de sa route. Quelques jours après le drame, les enquêteurs parviennent à identifier un suspect crédible, Justin Bullard. Mais, bien qu'un grand nombre d'indices matériels s'accumulent contre lui, le jeune homme, qui ne possède pas de casier judiciaire, persiste à clamer son innocence. L'alibi de M. Bullard était qu'il était chez lui seul.
Le problème, c'était que puisqu'il était seul chez lui à cette heure-là, il n'y avait personne pour corroborer son alibi. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition et ils découvrent un grand nombre de preuves dans son appartement. Chez lui, on a trouvé une arme de calibre 380. Le pistolet, enregistré au nom du suspect, est apparemment du même calibre que l'arme ayant servi à tuer Virginia. Mais ce n'est pas tout. Il y avait plusieurs pages arrachées d'un annuaire téléphonique et chacune de ces pages concernait des agences de call girl. Sur l'une de ces paires de bottes, les experts scientifiques remarquent une légère décoloration. Les bottes sont examinées au microscope. Il y a des éclaboussures de sang dessus. Quand le sang est projeté à une vitesse très élevée, les éclaboussures peuvent être quasi invisibles. Si la surface sur laquelle le sang s'est déposé est absorbante ou de couleur foncée, il y a de grandes chances que le sang soit difficile à déceler à l'œil nu. L'analyse ADN du sang retrouvé sur les bottes le relie au meurtre de Virginia. Les prélèvements ont été soumis à une technique d'analyse génétique, la PCR, et il s'agissait bien du sang de la victime. Quiconque a porté ces bottes a certainement été en contact avec la victime au moment où elle a été tuée. La police examine alors l'arme du suspect. L'arme à feu était de conception russe. Un Makarov, un pistolet semi-automatique conçu pour des munitions de calibre 380. Les douilles retrouvées sur la scène de crime et les douilles provenant des tests effectués à la balistique sont comparées au microscope. Le résultat est sans appel. Il s'agit bien de l'arme de Justin Bullard. J'ai pu déterminer que les douilles de calibre 380 provenant de la scène de crime avaient bien été tirées avec cette arme. Les bottes et le revolver appartenaient à M. Bullard. Et la dernière personne que la victime a appelée était M. Bullard. Les preuves sont accablantes. Pourtant, Bullard nie être le meurtrier et donne une version des faits complètement invraisemblable. Quelqu'un lui aurait volé ses affaires pour commettre le meurtre et les aurait ensuite remises à leur place. Le principal suspect dans le meurtre de Virginia Russell est Justin Bullard. Dans son appartement, les enquêteurs ont découvert toutes les preuves pour pouvoir l'inculper. Le sang de Virginia se trouve sur ses bottes et son pistolet est bien l'arme du crime. Des numéros d'agence de call girl se trouvaient à côté de son téléphone. Et Virginia a été bipée sur son pager du domicile de Bullard quelques heures avant de mourir. Quand on agit et qu'on s'habille comme Rambo, c'est qu'on est Rambo. Bullard prétend que son colocataire a très bien pu lui voler ses affaires et commettre ce crime. Il explique à la police qu'il héberge un ami parce que celui-ci n'a pas payé sa facture et qu'on lui a coupé l'électricité. Cette histoire semble grotesque, mais elle devient tout à fait plausible aux yeux du procureur lorsqu'il apprend qu'une autre call girl a été agressée 3 jours avant le décès de Virginia. Elle est allée voir un client chez lui. Dans l'appartement, toutes les lumières étaient éteintes. Il n'y avait que des bougies. Besoin de réconfort? Le client n'a pas voulu se montrer, mais il lui a demandé de se déshabiller. Soudain, il a sorti un couteau et lui a demandé son argent. Ensuite, il lui a dit de partir en courant sans se retourner. Elle était à moitié nue. Le locataire de cet appartement est un toxicomane notoire, Roy Beck. La police a découvert que l'individu qui louait l'appartement s'appelait Roy Beck Jr. et que dans cet appartement, l'électricité était coupée. Roy Beck Jr., l'individu qui a agressé la call girl et qui vit dans un appartement privé de lumière, est-il le colocataire de Justin Bullard,
le principal suspect du meurtre de Virginia Russell. Si la police en avait confirmation, elle devrait déterminer lequel des deux hommes est l'assassin. Les enquêteurs soumettent une série de photographies à la victime. Elle a formellement identifié Roy Beck. La description qu'elle en a donnée lui correspondait. Elle ne correspondait pas à M. Bullard. Roy Beck est justement l'ami qu'héberge Justin Bullard. Autrement dit, les deux suspects vivent dans l'appartement où les preuves liées au meurtre de Virginia ont été retrouvées. Ça faisait deux suspects potentiels. Les bottes et l'arme appartenaient à Bullard. C'était son appartement. Et Roy Beck vivait chez lui et avait lui aussi accès à ces éléments. Le cheveu retrouvé sur le corps de Virginia n'a pas de racines. Il n'y a donc pas d'analyse génétique possible. Tout ce que les experts peuvent dire, c'est qu'il ressemble davantage aux cheveux de Beck qu'à ceux de Bullard. Mais la police découvre une preuve potentielle dans l'appartement de Roy Beck. On a trouvé 3 bouteilles de bière. On avait donc 2 bouteilles de bière de la même marque sur la scène de crime, dont une encore pleine. Un emballage dans la voiture de Virginia et 3 autres bouteilles dans l'appartement de Beck. Les experts scientifiques font des prélèvements sur les bouteilles retrouvées près du corps de Virginia. Malheureusement, il n'y a pas assez de salive ou de cellules cutanées pour établir un profil ADN. À l'époque, analyser de la salive retrouvée sur un goulot de bouteille n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Les bouteilles sont ensuite soumises à une fumigation de superglue. Les vapeurs de colle adhèrent aux empreintes latentes et permettent souvent de faire apparaître des empreintes exploitables. Le verre est une surface très lisse. Les résidus qui se déposent sur la crête des doigts et sur la paume de la main se transfèrent facilement de la surface de la main sur le verre. Et ensuite, ils y restent. Après 15 minutes passées dans la chambre de fumigation, une empreinte partielle apparaît sur l'une des bouteilles. Il y avait une très longue crête, d'une largeur bien supérieure à n'importe quel doigt humain. Cette empreinte partielle n'appartient pas à Virginia Russell, ni à Justin Bullard, ni à Roy Beck. Les preuves liées au meurtre de Virginia Russell désignent toutes Justin Bullard. L'arme, les chaussures ensanglantées, l'appel téléphonique venaient de son appartement. Mais Bullard n'a pas de casier judiciaire et pas de mobile. Certaines preuves indirectes désignent son colocataire, Roy Beck. On a retrouvé dans son appartement des bouteilles de bière de la même marque que celles qui se trouvaient sur la scène de crime. De plus, Roy Beck est cocaïnomane. C'était un drogué, et pour s'acheter de la drogue, il lui fallait beaucoup de liquide. Le procureur Knox McMahon pense que ce n'est pas une coïncidence si on a retrouvé des bouteilles de bière de la même marque dans 2 lieux différents, et il décide donc de s'y intéresser. Si vous regardez ces bouteilles de bière, vous verrez qu'il y a une date de mise en bouteille et un code en dessous. La date inscrite est le 22 octobre 1996, suivie par les lettres W, F. W, c'est le lieu de fabrication, dans ce cas-là, Williamsburg, en Virginie. Et dans cette usine, il y a plusieurs rangées. Le F indique dans laquelle a été effectuée la mise en bouteille. Les enquêteurs ne ménagent pas leurs efforts, car ils ont soudain l'intuition que les codes gravés dans le verre des bouteilles de bière pourront leur permettre d'établir la culpabilité de l'un des deux suspects. Après réflexion, il leur semble que l'information la plus importante est la dernière partie du code. Il comporte le numéro 58. Renseignement pris. La brasserie de Williamsburg conditionne 600 bouteilles toutes les 15 minutes. Et chaque tranche d'un quart d'heure de production est désignée par un nombre.
la solution de ce rébus désignera-t-elle le coupable? 58 signifie la 58e période de 15 minutes en 24 heures, ce qui correspond à la tranche de 14h15 à 14h30. Mais combien de bouteilles sont remplies en 15 minutes? Le nombre de bouteilles remplies en 15 minutes ne représente qu'1% du million de bouteilles sortant de l'usine chaque jour. Ce qui signifie que 14 000 bouteilles peuvent avoir le même code. Dans ce cas, quelle est la probabilité pour que Roy Beck ait 3 bouteilles de bière dans son appartement ayant le même code que celles trouvées sur la scène de crime et dans la voiture de Virginia? La probabilité que cela arrive est extrêmement faible. Il faudrait que les personnes concernées se trouvent au même endroit au même moment pour acheter la même marque de bière. Les chances pour que les bouteilles de bière proviennent de différents packs dépassent les 1 sur 32 millions. Ces 6 bières provenaient du même pack. Roy Beck est arrêté et inculpé du meurtre de Virginia Russell. Le procureur pense qu'il faisait venir des call girls chez lui pour leur voler leur argent. La première fois, il a demandé à ce que la jeune femme vienne chez lui. Lorsqu'elle arrive, Beck lui vole environ $200 en la menaçant. Puis, il la laisse partir. Puisqu'il n'y a plus d'électricité chez lui, Beck s'installe chez son ami Justin Bullard. Et lorsqu'il a de nouveau besoin d'argent, il rappelle l'agence de Call Girl, mais cette fois depuis le téléphone de son hôte. Il obtient un rendez-vous avec Virginia Russell. Dans l'appartement de Bullard, il prend les bottes, le pistolet et le pack de bière. Quand Virginia arrive, Beck monte dans sa voiture. Bonsoir, c'est vous, Roy? Ouais, et vous, c'est Virginia? Oui, montez. Ils se dirigent vers un endroit désert. Ils boivent chacun une bière et jettent les bouteilles vides par la fenêtre. Beck aurait fait la connaissance de Virginia lors d'un précédent rendez-vous. Le procureur pense qu'il a décidé de la tuer pour qu'elle ne puisse pas l'identifier. Le sang éclabousse la dernière bouteille et les bottes que Beck a volées chez Bullard dans la tête. Plus tard, Beck remet à leur place les objets dérobés. C'était un élément capital dans cette affaire. C'était le seul élément qui pouvait vraiment situer Beck sur les 3 scènes de crime. Bullard voulait rendre service. Et il a été abusé par un individu qu'il pensait être son ami. Pendant son procès, Roy Beck clame que c'est Justin Bullard, le meurtrier. Mais la science a prouvé le contraire. Moi, personnellement, je ne pensais pas que c'était Bullard. Quand je l'ai vu à la barre, il n'avait pas le regard d'un tueur. J'ai toujours su que c'était Beck. Beck est déclaré coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à perpétuité. 2 suspects reliés au meurtre par les mêmes preuves. Pour les enquêteurs, cette affaire sortait vraiment de l'ordinaire. Jusqu'à ce qu'un élément aussi insignifiant que le code d'une bouteille leur permette de découvrir lequel des deux mentait et lequel disait la vérité. Les bouteilles de bière, c'est ce qui l'a fait plonger. À mon avis, ça, il ne l'avait pas prévu. Les bouteilles de bière font partie des éléments les plus incriminants de cette affaire. C'est très inhabituel de retrouver un assassin grâce à des bouteilles de bière et leur date de fabrication. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Des preuves indirectes comme ça, on n'en voit pas tous les jours. C'est pas commun.
Ce sont des objets qu'on regarde, qu'on voit, qu'on touche tous les jours. Et tout à coup, ils peuvent vous relier à un meurtre. La méthode employée par les enquêteurs pour résoudre cette affaire est à la fois étonnante et originale. S'ils n'avaient pas eu l'intuition que les bouteilles de bière pouvaient leur fournir des indices déterminants, ils auraient pu commettre une terrible erreur judiciaire, car les preuves matérielles incriminaient Justine Boulard, Roy Beck ayant tout mis en œuvre pour qu'il endosse le meurtre à sa place. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, une batterie de réglementations oblige les industriels à inscrire de plus en plus d'informations codées sur les produits qu'ils distribuent. Ces indications ont surtout pour but de faciliter leur traçabilité. Mais détournées de leur fonction première, elles peuvent aussi permettre aux enquêteurs de dater avec précision la fabrication d'objets banals et de les différencier. Dans notre affaire, les séries de codes ont permis aux policiers de déterminer, avec une marge d'erreur de 1 sur 32 millions, que les bouteilles retrouvées près du cadavre de Virginia Russell et celles se trouvant dans l'appartement du suspect faisaient partie du même pack. Il est heureux et rassurant de penser que dans certains cas, les industriels prêtent, bien involontairement, ils prêtent main à la justice. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de Vos enquêtes impossibles.